Bonjour. Je viens d'écouter sur France Culture une émission consacrée à Mary Shelley, l'auteur du célèbre Frankenstein. C'est intéressant parce que cette femme écrivain, femme d'écrivain d'ailleurs, et fille d'écrivain, qui publia au début du XIXe siècle, rend hommage à l'homme créateur en quelque sorte. Sauf que c'est un homme qui crée une créature un peu particulière, qui ressemble et en même temps qui ne ressemble pas à son créateur. N'oublions pas que le nom de Frankenstein ne désigne pas la créature, mais le créateur. C'est intéressant que cette Mary Shelley ait fait un ouvrage sur l'homme face à sa création. Il y a quelque chose d'archétypal qui me fascine. Et ça me fascine parce que, quelque part, la femme est la création de l'homme. Peut-être pas notre humanité à nous, mais une autre humanité supérieure, que nous avons l'habitude d'appeler Dieu, mais qui en fin de compte est une autre humanité plus avancée sur le plan biotechnologique. C'est pour ça que je dis maintenant que le problème de la biotechnologie, ce n'est pas tellement ce que nous prépare l'avenir, mais ce qu'a déjà depuis des millénaires instauré le passé. Et que nous sommes encore en train de découvrir, voire de nier. Ça remet en question évidemment le darwinisme, tout en ne le remettant pas vraiment en question, puisque ceux qui nous ont créés sont également issus de l'évolution. Et ce que nous avons nous-mêmes créé fait partie aussi de l'évolution. Donc, si vous voulez, c'est un post-darwinisme qui n'exclut pas des interférences entre plusieurs humanités plus ou moins avancées. Je suis un peu la trace de quelqu'un que j'ai souvent cité, qui est Jean Saindy, SENDY, disparu en 1978, et que j'ai connu, fréquenté un petit peu avant sa mort, et qui soutenait que les Elohim étaient des humains d'un autre monde. Donc la femme, telle que moi je la conçois aujourd'hui, est un peu un cyborg en quelque sorte. Et donc c'est pas étonnant que Mary Shelley, quelque part, ait été inspirée par cette problématique du créateur et de sa créature, et de sa création. Maintenant, ce qui m'a conduit dans cette direction, ce ne sont pas des réflexions théologiques, non. C'est une étude très poussée du comportement féminin, tout simplement. Ne confondons pas donc les observations et les explications, les théorisations qui peuvent se greffer dessus et sur lesquelles on peut discuter indéfiniment. Car une observation peut être juste et ne pas disposer dans l'immédiat de l'interprétation de l'explication appropriée. Ce qui permet souvent de réfuter l'observation elle-même, alors qu'il ne faudrait réfuter que le discours sur cette observation. Alors, je vois dans la femme, et je dis ça notamment à l'intention de nos amis astrologues, qui sont souvent très chatouilleux sur la question du féminin, et de ce qu'on a le droit d'en dire ou pas en dire, à tel point que ça les chatouille davantage que lorsqu'on parle d'astrologie
et que l'on se met à discuter sur l'astrologie ou contre l'astrologie. Ce qui montrerait bien que certains groupes astrologiques sont plus des groupes de femmes qui ne voient dans l'astrologie qu'un moyen de dépasser leur féminité en utilisant d'autres modes de définition à travers les planètes, à travers le zodiaque, qui leur évitent d'aborder de manière directe, d'être confrontés directement avec la dualité de la sexuation. C'est pour ça d'ailleurs que le mot sexisme revient souvent chez certains astrologues, comme si c'était un mot insultant de s'intéresser à la question de la sexuation et de la sexologie. Alors, mes observations depuis des années m'ont conduit à devoir constater chez les femmes un comportement assez proche de celui de la machine. Celui notamment de ces fameuses machines parlantes que sont les lecteurs de DVD, que sont les caméras, que sont les formes d'enregistrement, les disques. Et d'ailleurs, vous connaissez la fameuse formule « change de disque ». Et le comportement de la machine, par définition, actuellement en tout cas, parce qu'il peut y avoir des machines plus évoluées dans l'avenir, c'est d'émettre. Elles émettent, elles transmettent. Et le mot transmission d'ailleurs est très important dans le discours féminin. Transmettre, ça veut dire émettre. Et elles émettent, bien qu'on dise souvent qu'elles sont réceptrices, elles sont surtout des émettrices. Mais évidemment, pour émettre, il faut qu'on mette quelque chose dans la fente pour que ça se déclenche. De même qu'il faut mettre la prise mâle dans la prise femelle. Il faut un interrupteur, il faut un bouton qu'il faut pousser. Ça vaut d'ailleurs aussi pour l'enfantement. L'homme féconde la femme par une impulsion très brève qui va enclencher tout un processus, tout un engrenage de longue durée. Et donc elles émettent et leur disque doit se présenter, doit se dérouler sans tenir compte des interlocuteurs, un peu comme quelqu'un qui lirait un texte ou qui réciterait un texte qu'il a appris et qui voudrait le réciter de bout en bout, sans tenir compte de ses interlocuteurs. Et ça, pour moi, c'est un comportement typiquement féminin, qui ne se prête d'ailleurs pas beaucoup à l'improvisation, qui fait que les choses doivent se dérouler comme prévu, selon un scénario, selon un programme défini. Ça vaut aussi pour la femme pianiste qui va jouer imperturbablement sa partition, généralement, dans 99% des cas, due à un homme. Hier, nous avons été au Classique des Verts, au festival qui se tient au Parc Floral, avec deux grandes cantatrices, et elles n'ont joué que des œuvres d'hommes, même des œuvres dont elles ont dit qu'elles étaient des œuvres de salon, que tout le monde pouvait, on faisait au début du XXe siècle, ou à la fin du XXe siècle, des gens comme Gabriel Fauré composaient des œuvres que toute personne qui avait un petit peu de culture musicale pouvait jouer au piano ou pouvait chanter. Et bien même dans ce domaine-là, on ne trouve pas de femmes. En tout cas, on n'a pas retenu les noms. Alors, ça c'est un premier point qui nous renvoie d'ailleurs à l'astrologie, puisque l'astrologie c'est aussi une sorte de mécanique. C'est une mécanique, il y a une cyclicité sur laquelle je travaille beaucoup, qui est aussi de l'ordre de la mécanique. Et je dis toujours que les femmes, ce sont elles qui sont marquées par cette mécanique beaucoup plus que les hommes. Les hommes ne le sont que parce que les femmes le sont.
elles le sont déjà au niveau de leur périodicité menstruelle, et à mon avis, elles le sont aussi pour capter d'autres configurations, d'autres signaux cosmiques. Voilà leur rôle. Donc là, ce sont des radars, en quelque sorte. Des radars qui nous permettent de capter au niveau du subconscient l'évolution des configurations célestes, de certaines configurations célestes. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir si les femmes d'aujourd'hui sont disposées à accepter ces descriptions, ou si elles leur paraissent absolument insupportables, odieuses, épouvantables. Et qu'est-ce que ça signifie sur le plan épistémologique que la réaction d'un objet d'étude au discours qu'on tient à son sujet? Alors, on a ce qu'on appelle le déni. Le déni, c'est-à-dire je ne suis pas d'accord, moi femme, je ne suis pas d'accord, moi femme, je ne vous reconnais pas dans ce que vous dites. Voilà. Bon. Est-ce que ce type de réaction est audible? Est-ce que ça fait sens? Alors, je laisse cela. Je pense que, raisonnablement, si les mentalités évoluent, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas accepter cette situation? Et je voudrais rajouter, pour compléter le tableau, le fait que les femmes n'observent pas la réalité. Elles ne sont pas sensibles à ce qu'on peut observer à vue d'œil. Elles sont sensibles à ce qu'on en dit. Et quand on est dans le on en dit, ben on peut dire beaucoup de choses, et on peut discuter sur ce qu'on a dit, sur ce qui a été dit. Donc finalement, avec les femmes, on est toujours dans le domaine du verbe. Et on est toujours attaqué parce qu'on n'a pas dit les choses comme il aurait fallu les dire. Mais les faits n'en sont pas moins là. Tout à l'heure, j'entendais, je crois que c'était hier soir, Michel Onfray qui disait Rousseau, il n'observe pas le monde, il projette une certaine idée sur le monde. C'est tout à fait une définition de la femme. Et pourquoi pas, après tout, peut-être que Rousseau était effectivement féminin. Peut-être une femme. Peut-être qu'il a développé une philosophie de la femme, notamment quand il parle des rapports entre le peuple et son souverain, et il répète que c'est le peuple qui est souverain. Donc il y a, chez Jean-Jacques Rousseau, une dimension extrêmement féminine et féministe. Et je pense que les femmes ont tout intérêt à lire Rousseau, parce que il défend véritablement la cause des femmes, sans qu'il le dise de cette façon, mais quelque part il incarne dans son discours, dans son idéologie, dans son rapport au monde, quelque chose d'extrêmement féminin. Et comme souvent les femmes n'ont pas l'occasion vraiment de parler d'elles-mêmes, elles ne savent pas forcément en parler d'ailleurs, eh bien avec Rousseau on est servi. Donc Michel Onfray disait, oui, ben, finalement, Rousseau imagine un être qui est comme ceci, comme cela, et il dit lui-même, écartons les faits, laissons de côté les faits. Bon, cela, c'est tout à fait anti-masculin. Or, comme vous le savez, ma philosophie de l'astrologie historique et cyclique, c'est celle qui oppose et qui dialectise le peuple et le chef. Et je dis toujours que le peuple, ce sont les femmes. Pourquoi ce sont les femmes? Parce que le peuple a besoin d'une mécanique, a besoin d'un consensus presque automatique, a besoin de quelque chose qui est complètement intégré et qui est donc anciennement une sorte de routine
pas, comme la langue, comme les chansons, toutes sortes de choses comme ça qui sont le ciment du peuple, mais qui sont forcément un ciment un peu arriéré, si on peut dire. Alors que les hommes, eux, ils sont plutôt en train de défaire ce ciment, de le déconstruire, d'aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est aussi créer des tensions, puisqu'on est dans la nouveauté, on n'a pas les mêmes repères, on n'a pas les mêmes références. Le monde des hommes est totalement différent de ce point de vue-là du monde des femmes. C'est pas pour rien que ce sont les hommes qui sont les inventeurs, les découvreurs, les créateurs, et qui sont surtout des individualités fortes que l'histoire retient. Alors que les femmes, finalement, ont un rapport fantasmatique avec l'individualité, à travers notamment le thème astral, qui incarne, qui garantit leur individualité, mais de manière totalement factice. Et souvent, elles sont de toute façon fascinées par l'homme, parce qu'il y a un processus cyclique qui fait qu'à certains moments, les femmes reviennent vers l'homme, notamment l'homme ou le principe masculin, parce que Jésus-Christ, finalement, c'est le principe masculin. Dieu, c'est le principe masculin. Tel et tel grand homme, c'est le principe masculin. Donc, c'est un peu comme pour Marie Shelley, cette façon, au fond, d'être fasciné par les créateurs. Alors que les hommes, paradoxalement, sont impressionnés par les phénomènes de foule, par les phénomènes de masse, par la nation, par le peuple. Comme dirait De Gaulle, n'est-ce pas, je me suis fait une certaine idée de la France. Donc, les hommes ont le culte du peuple, parce qu'ils ne sont pas du peuple, justement, et les femmes ont le culte du héros humain, ou du héros surhumain, ou du héros divin, parce qu'elles ne le sont pas, parce que ce n'est pas leur nature, parce qu'elles sont un troupeau, parce qu'elles sont un collectif. Comme dans l'Évangile, on dit, n'est-ce pas, le pasteur veille sur son troupeau, veille sur ses ouailles. Et donc je reviens sur cette idée qui me préoccupe. Comment les femmes peuvent-elles entendre ce que je dis sans crier au scandale, sans essayer de trouver dans mon thème astral, quand elles sont astrologues, les preuves de ma relation catastrophique avec les femmes, de ma vie conjugale épouvantable, de mes rapports pervers avec ma mère, etc., etc. Non seulement qu'elles diront comme cela, mais qu'elles verront dans le thème astral. Alors là, c'est un abus tout à fait inacceptable du thème astral pour défendre une idéologie et pour s'attaquer à ce qu'on appelle, ce qu'on considère comme un adversaire. Si j'étais une femme et que j'entendais ce type de discours, est-ce que j'essaierais, si tant est qu'on puisse se mettre, si qu'un homme puisse se mettre à la place d'une femme, est-ce que j'essaierais de l'accepter, de l'intégrer dans ce que j'appelle la maisonnée, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'homme, comme on dit d'ailleurs dans les 10 commandements. On parle de la maison. L'homme ne doit pas convoiter la maison, bait, la maison, la maisonnée de son prochain. Et la femme fait partie explicitement dans les 10 commandements de cette maisonnée. Même si les Juifs aujourd'hui refoulent et refusent cette lecture des 10 commandements, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans deux commandements. Celui ne convoite pas la maison la femme de ton prochain parce qu'elle fait partie de la maison de ton prochain. Et deuxièmement, garde-toi que dans ta maison, certains éléments de ta maison ne respectent pas le jour du Shabbat. Même si le mot femme a disparu de ce commandement-là, mais il n'a pas disparu de l'autre. Alors, oui, la grande question, c'est cela. Comment peut-on accepter aujourd'hui, en 2016, un discours comme le mien sur les femmes? Voilà. Est-ce qu'il y a... qu'est-ce qui fait que c'est pas possible de l'entendre, ce discours? Et qu'est-ce qui fait... Alors, maintenant, on conclura là-dessus. Il est un fait que, de toute façon, dans le milieu astrologique,
les gens qui viennent à l'astrologie sont des gens qui généralement sont venus à l'astrologie parce qu'ils n'arrivaient pas à assumer cette dualité homme-femme. Que ce soit des hommes, qui d'ailleurs parfois ont des tendances homosexuelles bien connues, ou des femmes qui, pour des raisons sociologiques, n'acceptent pas, ne supportent pas leurs conditions féminines, leur statut féminin, leur image de femme. Et par conséquent, qui trouvent dans l'astrologie un moyen de ne plus parler de ces problèmes-là et de remplacer la dualité homme-femme par d'autres dualités, comme les axes zodiacaux, les 6 axes zodiacaux, associés notamment aux nœuds de la Lune, comme les dualités planétaires chères à André Barbeau, Soleil-Lune, Mars-Vénus, Jupiter-Saturne, Uranus-Neptune, etc. Bon. Les pseudo-dualités, qui sont liées parfois à des facteurs fictifs, comme les nœuds de la Lune, et qui évitent de s'interroger sur la question du masculin et du féminin. Et les seules fois où j'ai eu des problèmes de tension grave avec un groupe astrologique, ce n'est pas autour de l'astrologie que j'en ai eu, mais autour du masculin et du féminin. Il m'a suffi dans un groupe de dire qu'il fallait savoir ce que c'est qu'un homme et une femme pour interpréter un thème, en tenant compte de ce facteur masculin-féminin, non pas du fait de l'astrologie, mais en ayant des connaissances acquises sur le masculin et le féminin, et le thème astral ne faisant que préciser ou moduler ou nuancer ces choses. Ça a été très mal vécu par un groupe et par un autre groupe également. Donc finalement, on voit bien que l'astrologie et le milieu astrologique est considérablement associé au féminisme, considérablement associé à une problématique difficile par rapport à cette question, et que par conséquent, il n'est pas surprenant que, en réalité, ces groupes-là, qui se réunissent soi-disant autour de l'astrologie, sont marqués par une autre forme de complicité et de convivialité, qui est non pas une présence, mais une absence, comme dirait Jean Carteret. L'absence, c'est-à-dire l'absence de cette confrontation directe avec la dualité masculin-féminin, même si on en parle comme ça de manière abstraite, etc., mais pas en tant que personnes réelles, les hommes et les femmes, mais en tant que concept, ou idée, ou stéréotype, ou archétype, qui seraient en nous-mêmes. Comme comme on entend souvent, d'après Jung, paraît-il, nous avons aussi bien de l'animus et de l'anima entre nous. Mais ça ne gêne pas. Du moment que c'est en nous, ça ne gêne pas. Parce qu'on n'est pas dans le domaine de la réalité, finalement. Mais la réalité, c'est qu'il y a des hommes et des femmes, que la réalité, c'est que les femmes aiment bien se retrouver entre elles. On le voit bien, par exemple, même chez les adolescents, n'est-ce pas, à la sortie des écoles ou dans les cours d'école, on voit bien que les filles se retrouvent entre elles, les hommes se retrouvent entre elles. Ils ne savent pas exactement pourquoi, mais c'est un fait. Bon. Alors, on nie les faits et on dit oui, mais non, en réalité, nous sommes tous une combinaison de masculin et féminin, et on réinterprète Jung dans ce sens-là, alors que Jung, à ma connaissance, montrait que il y avait un problème de l'anima chez l'homme, et il y avait un problème de l'animisme chez la femme, et que par conséquent, c'était pas si évident que ça, et que c'était pas du tout symétrique quelque part. Alors, voilà, donc, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Le thème astral est utilisé par ces gens-là, justement, parce que le thème astral, c'est la négation même, en effet, de cette dualité masculin-féminin, puisqu'on est dans l'individuation, chaque individu est un ensemble, et donc on a dépassé le stade des hommes et des femmes, n'est-ce pas? Donc on est dans le surhumain ou dans le post-humain. Bon. Alors tout ça, évidemment, ça véhicule toute une idéologie. Moi, personnellement, le paradoxe, c'est que, je dis toujours, les hommes, eux, ils n'ont pas le même problème avec leur individuation, donc par conséquent, ils n'ont pas le même besoin du thème astral, parce que précisément, le thème astral, ça fascine les femmes, parce que justement, c'est l'élément qui leur manque, sans entrer dans l'idée que c'est le phallus qui leur manque. Quelque part, on est toujours attiré par ce qui nous manque, d'où l'intérêt pour le thème astral comme affirmation de l'individualité,
D'où l'intérêt pour tout ce qui est de l'ordre du Christ, de Dieu, voilà. Et l'homme, inversement, serait plus intéressé par le collectif, par la nation, éventuellement même par la typologie zodiacale, où on est membre d'une certaine famille, on est bélier, taureau, etc. Je ne suis pas en train de défendre ça, mais je veux dire, une conception plus globale en tout cas. L'homme cherche à tout prix à ne pas être prisonnier de son individualité, et la femme, au contraire, recherche cette individualité comme étant l'axe principal de son être. Vous voyez, il y a une sorte de chassé-croisé qui évidemment rend compliqué les choses. Et puis, rappelons quand même que tout ce qui est technologique, c'est quand même l'homme qui le produit. Donc son rapport à la machine, c'est un rapport complexe, parce que c'est le rapport de l'homme avec sa création. Et d'une certaine manière, la femme pose le même problème. Même si la femme n'est pas la création de l'homme d'aujourd'hui, qui n'a jamais eu jusqu'à présent les moyens technologiques pour créer la femme telle que je l'imagine, telle que je la décris. Donc c'est une autre humanité, une surhumanité que l'on a tendance à qualifier de divine. Et effectivement, d'une certaine manière, quand la femme dit que Dieu est le créateur, elle reconnaît qu'elle est la création. Donc elle-même reconnaît cette dimension d'être créée par quelque chose, par quelqu'un. Donc finalement, voilà. Alors maintenant, elle accepte d'être créée par, surtout qu'il y a le chapitre 2 de la Genèse où on dit Dieu sortit la femme de la côte d'Adam, etc. Donc elle accepte d'être créée par une instance supérieure, mais elle n'accepte pas d'être traitée par l'homme d'un être comme un être qui est en quelque sorte qui n'est pas né de la même façon que l'homme, qui est post-humaine en quelque sorte, ou transhumaine. C'est quand même transhumanisme. La femme correspondrait à un homme transformé, comme on le dit d'ailleurs le chapitre 1 de la Genèse. Dieu voulut faire d'Adam un être à son image. Il n'a pas dit qu'il avait créé Adam. Il a dit il a voulu faire d'Adam un être à son image, donc un être qui serait inhumain en quelque sorte, qui ne serait pas humain comme les Adam premiers, mais qui serait un être à son image, à la fois mâle et femelle. Justement, toute la question est là. Et finalement, on s'aperçoit au chapitre 2 qu'il renonce à ce projet et qu'il crée bel et bien une femme. Et on sait très bien que Adam et Ève, ce sont bien deux entités bien distinctes, qui n'ont plus, on n'est plus dans l'androgynat. Voilà, donc, bon, alors il y a une façon de lire les premiers chapitres de la Genèse qui n'est pas si simple que cela, mais on voit bien qu'il y a eu des états successifs, il y a eu des reprises, des remises en question, de la même façon qu'à un moment donné, le rapport de Dieu avec le peuple hébreu, c'est bien un rapport de l'unique avec le collectif, voyez-vous. On retrouve bien cette dualité, n'est-ce pas? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le un est fasciné par le tout, est fasciné par le collectif. Et le collectif est fasciné par le un. Alors, je m'arrêterai là-dessus, et je répéterai encore, j'aimerais bien que les astrologues prennent conscience de toutes ces questions et arrêtent de refouler ces problèmes parce que dans leur consultation astrologique, s'ils refoulent ces problèmes-là, ça peut quand même hypothéquer sérieusement leur qualification à aborder le conseil que l'on peut apporter aux gens. Et donc c'est extrêmement fâcheux, non seulement pour comprendre les relations de couple qui existent et auxquelles ils peuvent être confrontés, dans ce qu'on appelle notamment la synastrie, mais dans la théorie même des cycles, qui font qu'à certains moments, les valeurs féminines l'emportent sur les valeurs masculines, à d'autres moments, les valeurs masculines l'emportent sur les féminines. Il y a une espèce d'équilibre de tout cela, de toute façon. J'ai jamais nié que les femmes faisaient partie d'un système, bien évidemment. Elles font partie d'un système qui est celui de la maisonnée, où la femme gravite autour de l'homme, d'une certaine manière. À certains moments,
elles se libèrent, elles essaient de s'émanciper de l'emprise de l'homme, de la gravitation humaine en quelque sorte. À d'autres moments, au contraire, elles reviennent. C'est le problème de l'apogée et du périgée. Bon. Il faudrait quand même que tout cela soit compris par les femmes et qu'elles arrêtent d'avoir des rapports et des réactions hystériques quand on leur parle de ces questions. Et surtout qu'elles ne se servent pas de l'astrologie pour envoyer promener ceux qui les gênent.